Jean-Pierre Poulain nous a parlé au début d'après-midi d'une, je ne me souviens plus très bien du terme qu'il a employé, mais d'une intensification, d'une accélération des débats autour de la question animale. Nous sommes incontestablement depuis 2 ans dans une de ces phases. Et alors que cette occasion, on a entendu s'exprimer beaucoup de gens, un astrophysicien, un paléontologue, un moine bouddhiste, d'innombrables philosophes. Désolé Francis, mais ceux-là sont partout. Mais assez curieusement, les seuls qu'on n'a jamais entendus, c'est ceux qui connaissent le mieux les animaux, c'est-à-dire ceux qui les élèvent, qui travaillent avec eux quotidiennement. Et je trouve que les organisateurs n'ont pas une mauvaise idée en couronnant cette journée, en leur donnant la parole. Une fois n'est pas coutume. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre alphabétique. Alors, Norine Chai, qui est vétérinaire à la ménagerie du Jardin des Plantes, n'a pas pu être là, mais on va voir... attends un instant, s'il te plaît. Mais on va voir un petit film où il va nous parler. Ensuite, Laurence Berthaud, éducatrice de chiens guides d'aveugles, directrice technique au centre de formation du Bois de Vincennes, de Paris, hein, qui est dans le Bois de Vincennes, en face du parc zoologique de Vincennes. Delphine Clairaut, qui est maître de conférence à l'école vétérinaire d'Alfort et vétérinaire à la brigade des sapeurs-pompiers, donc elle nous parlera de tout ça. Dans l'ordre alphabétique, encore, c'est Hélène Frégé, qui est éleveuse de vaches laitières et de carpes dans le Cher. Très bien. Jusqu'ici, j'ai tout bon. J'espère que ça va continuer. Bruno Martel, qui est éleveur laitier en Ille-et-Vilaine, c'est en Bretagne. Et Jacques Servière, neurobiologiste à l'INRA, spécialiste de la douleur et du bien-être animal en situation d'élevage et d'expérimentation scientifique. Donc, avant de leur donner la parole à chacun, pour 10 minutes chacun, j'insiste lourdement là-dessus, nous allons voir ce petit film où nous allons entendre le point de vue de... Alors, normalement, la régie devrait lancer le film de Norine Chai. Bien, un témoignage très important qui dit des choses... qu'on ne dit pas assez souvent. Vous aurez reconnu, il ne s'agit pas de Zoo de Vincennes, mais de la ménagerie du Jardin des Plantes. Les zoos sont beaucoup critiqués. Je crois qu'il faut leur reconnaître au moins 2 qualités. Le rôle dans la conservation des espèces. Et puis, surtout, une chose qui est peu dite, c'est leur rôle pédagogique. Je crois que les zoos restent le seul endroit où les petits citadins qui sont nos enfants peuvent encore voir en vrai des vrais animaux. Même si ce n'est pas un milieu tout à fait naturel, ils s'en foutent beaucoup. Encore que là encore, des efforts ont été faits. On le voit bien au nouveau parc zoologique de Vincennes. Mais je crois que c'est un rôle pédagogique qui n'est pas négligeable. Bien. Je vais maintenant passer la parole à Laurence Berthaud. Vous voulez bien nous parler de votre métier et des relations de la perception que vous avez des animaux, enfin des animaux avec lesquels vous travaillez, les chiens, à travers votre expérience professionnelle et vécue, s'il vous plaît. Merci. D'abord, merci à Sébastien. Je suis encore un peu sous l'émotion. J'ai découvert son travail aujourd'hui en même temps que vous, donc ça me touche beaucoup d'avoir quelqu'un qui analyse tout ce qu'on fait. C'est plutôt un grand luxe pour nous. Merci. Donc, en fait, l'école de chien guide, comme le disait Sébastien, c'est pas un endroit où on va décider et demander à un chien de faire quelque chose. On va construire une structure pour pouvoir construire un résultat. Un résultat qui, encore une fois, comme l'a dit Sébastien, ne s'obtient jamais seul. C'est-à-dire qu'un chien guide, ça n'existe pas. Il existe parce qu'il y a une personne aveugle avec lui. Le déplacement, le travail, cette relation homme-animal, elle existe et elle est possible uniquement à 2.
Un chien guide, c'est un chien comme les autres, avec les mêmes besoins, avec les mêmes instincts que n'importe quel chien. En revanche, il a un maître qui, vu de lui, est comme les autres, mais cependant, il a une déficience, c'est qu'il n'a pas l'anticipation visuelle. Un chien ne sait jamais que son maître est aveugle, donc son sens... Ce matin, monsieur, vous parliez de la responsabilité entre l'humain qui est responsable, l'animal responsable ou pas. Voilà, le chien a une responsabilité, on attend de lui qu'il en ait une, puisqu'on parle d'initiative, Sébastien l'expliquait, on n'apprend pas quelque chose à un chien. Effectivement, il apprend des gammes, il apprend une chose, mais la moitié de son travail, la moitié de notre travail, c'est de l'emmener vers une initiative, de désobéir, comme disait Sébastien. Une personne aveugle qui est ici et qui veut sortir, elle va demander à son chien devant la porte, parce qu'elle sait que c'est par là. Si elle veut sortir par là, elle demande gauche la porte. Entre ici et la porte, il y a un escalier, et puis que la porte, elle n'est pas devant. Donc effectivement, cette notion d'ordre directionnel, aller devant, c'est là-bas, mais il ne faut pas que le chien se plante sur cette première marche. Donc il va devoir ajuster son travail et arriver à généraliser dans un environnement qui n'est pas maîtrisé. Le chien guide est un chien qui travaille dans un environnement non calibré, que nous, éducateurs, on essaye tant bien que mal de maîtriser, de définir, mais que dans le quotidien d'une personne aveugle, d'une maman aveugle qui emmène son enfant à la crèche, qui prend le métro aux heures de pointe, qui va au travail, qu'est-ce qu'il va trouver sur son trajet du point A au point B, qui pourtant elle-même tous les jours, le décor est variable, l'environnement est variable, les surprises sont multiples, et l'initiative, l'adaptation du chien doit être vraiment très, très, très importante. Voilà. Donc on dit souvent qu'on apprend à apprendre, mais qu'on n'apprend rien. Voilà. On apprend aux chiens à apprendre, mais on ne leur apprend pas grand-chose. Et c'est l'expérience, c'est le maître, c'est cette coopération, c'est du donnant-donnant. Le maître est responsable de son chien, le chien est responsable de son maître. Je te donne ci, tu me donnes ça, et puis tu me donnes, ok, tu me trouves le métro, puis je te promets ce soir on va au parc, mais après le boulot, chaque chose en son temps. Voilà, le chien a besoin, il a des instincts de prédation, il a des instincts de poursuite. On n'a pas de lapin, on n'a pas ride, mais on a des balles, on a des jeux, on a des cordes pour répondre à d'autres instincts. Les personnes aveugles ont des devoirs, elles aussi, pour le bien-être de leur chien, et le chien a un devoir pour le bien-être de son maître. Voilà. Donc cette notion de bien-être, moi, pas plus que quiconque, j'arrive à la définir, mais c'est une obsession, c'est une éthique dans notre milieu, et voilà, une réflexion permanente. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot du dressage des maîtres ? Des maîtres, des éducateurs ou des personnes aveugles? Je suppose que les aveugles, quand ils reçoivent leur chien, ils doivent être formés. Oui. Alors, toute personne aveugle ou malvoyante qui fait une demande de chien guide ne peut pas en avoir. Donc, on a des prérequis avec un comité d'attribution qui va étudier la présence de ces prérequis et surtout ce qu'on va mettre en place pour préparer la personne à l'arrivée d'un chien dans sa vie. Une fois que les prérequis sont en place, on va bien entendu chercher le chien qui correspond. Car la grande chance qu'ont les chiens guides et la grande chance qu'ont les maîtres de chiens guides, c'est que quelqu'un qui a un regard extérieur et quand même un petit peu professionnel va pouvoir définir le profil du chien qui va correspondre à telle personne ou à tel environnement. Je ne sais pas qui tout à l'heure a dit on ne force pas un chien à faire des choses, on ne force pas non plus une personne à faire des choses, mais en tout cas, il y a des associations qui se feront en fonction de tempérament, en fonction d'environnement, en fonction de taille. Parmi les chiens guides, c'est comme chez nous, il y a des chiens qui marchent très vite, d'autres très lentement. Certains sont très à l'aise dans une petite routine tranquille et d'autres s'ennuient dans la routine, auront besoin de beaucoup de trajets. Certains chiens sont très timides, d'autres vont être très assertifs. Et voilà. Et chez l'humain, c'est la même chose. À nous de faire des associations pour qu'entre un maître et un chien, il y ait une communication le plus naturelle possible. La communication entre le maître et son chien, c'est la base, c'est notre première base. La deuxième base, bien entendu, c'est l'attachement. C'est quelque chose qui nous pose très rarement de problèmes, ça se travaille même pas, ça s'apprend pas. D'abord parce que nos chiens ont quand même été sélectionnés et préparés à cette relation à l'homme. Un chien indépendant ne réussira jamais l'examen d'entrée dans une école de chien guide. C'est un chien qu'on verra pas nous, il sera recalé bien avant qu'on le connaisse.
Et puis ensuite, l'attachement entre le maître et son chien, ça, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. C'est quelque chose qu'on a besoin de freiner, peut-être même. Et surtout, Sébastien a parlé de la retraite, mais c'est quelque chose qui va aussi dont on aura besoin de travailler au moment de parler de la retraite d'un chien. La retraite d'un chien, ça se prépare en 3 ans. C'est un programme de journée de suivi sur 3 années pour préparer une personne à l'idée que son chien vieillit. Donc elle a une journée de formation entière sur la gestion du vieillissement d'un chien. Savoir déceler les signes du vieillissement, c'est un bilan de gériatrie à la fois vétérinaire, à la fois comportemental avec les éducateurs. Deuxièmement, c'est préparer la retraite. Ok, il va vieillir, comment je vais gérer le vieillissement? Deuxièmement, ok, là, il est vieux, je dois gérer la retraite. Donc c'est toute une équipe de professionnels qui vont les accompagner. Et la troisième étape, c'est préparer une personne à aimer un autre chien. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Donc voilà, ces 3 années sont nécessaires pour faire en sorte qu'une personne, elle arrive à continuer et que les choses se passent bien pour le chien, pour le maître. Je suppose que parmi les maîtres postulants à des chiens guides arrivent avec la culture moyenne du citadin classique, c'est-à-dire beaucoup d'idées fausses. Minimum, oui. Quelles sont les idées fausses que vous avez le plus de mal à déraciner? La dominance, la gourmandise, l'idée qu'un chien puisse tester. Le chien me teste, le chien... Voilà, ça, c'est les grandes fausses idées de notre décennie. Mais de rééquilibrer cette notion d'amis, de coopération, de donnant-donnant, c'est tout le sens de la formation et du stage initial que reçoivent les personnes aveugles. Alors, c'est pareil, ça c'est un minimum, mais il y a des personnes aveugles qui vont arriver, qui n'ont jamais, à l'âge adulte, qui n'ont jamais eu l'opportunité de découvrir physiquement un chien. Pour une personne aveugle congénitale, par exemple, la vision du chien qu'elle a, c'est le chien qu'elle entend aboyer derrière une grille, c'est le chien de la voisine, c'est ce qu'elle a entendu à la télé, mais le contact physique n'a pas existé, donc si elle n'a même pas les contacts extérieurs, c'est difficile. Donc il y a plein de fausses idées. Voilà. Elles sont en tout genre pour nous, mais c'est pour ça que avant de partir avec un chien guide, les personnes viennent chez nous en formation pendant 15 jours en internat, donc c'est nuit et jour, du pipi du soir au pipi du matin. Mais après, nous, on va aussi accompagner l'intégration du chien dans cette vie. Donc une fois que les formations de base, la personne, dans sa formation, elle apprend à connaître son chien, à comprendre les signes, à dialoguer avec. Tiens, il me dit ça, je fais ça, je lui dis ça, je lui donne ça, il me donne ça. Mon chien s'arrête, mon chien s'assied, ça veut dire que... Où sont les voitures sont là. Ah ok, il me demande peut-être d'aller au caniveau, il veut faire pipi, d'accord, il fait pipi. Ah ben non, c'était un contournement d'obstacle, il y avait une voiture. Voilà, il y a des signes, que me dit mon chien, qu'est-ce que j'en fais et comment je continue. Voilà, ces 3 étapes-là, à partir du moment où elles sont en place, que les besoins du chien soient intégrés, que ce qu'on va lui donner est intégré, on va rentrer dans la vraie vie. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce que tout ça, il faut l'intégrer. L'intégrer au métro aux heures de pointe avec les gens qui bousculent derrière, l'intégrer avec l'employeur, avec les collègues qui sont à 4 pattes sous le bureau toute la journée, parce qu'il y a le gentil chien qui est là et qu'il faut aussi apprendre à gérer, celui qui veut donner la chouquette, celui qui aller à la crèche, aller chercher un enfant dans la cour de la maternelle, parce que la maman, elle va chercher son gamin comme tout le monde. Donc voilà, ça fait partie du travail de l'école de chien guide d'accompagner tout ça. Et l'accompagnement, il est permanent jusqu'à la veille du chien, comme je disais, voilà, à travers une formation continue annuelle. Quelqu'un déménage, le chien fait pipi de travers, le chien, je ne sais pas quoi, mais on a un partenariat avec toutes les personnes aveugles. On parlait aussi ce matin justement de la juridiction. Le chien guide, les associations restent propriétaires des chiens. Pourtant, les maîtres en ont l'entière responsabilité, comme tout maître de chien guide. Mais il y a une loi aussi d'accessibilité qui fait que les chiens guides ont le droit d'aller partout, y compris au cinéma ou dans les commerces, et partout, sauf dans les hôpitaux en chirurgie. Mais donc voilà, encore une fois, où la limite entre où va le maître pendant 10 ans, le chien ira, les droits du maître sont presque identiques à celui de son chien. On a encore une fois un cas exceptionnel de position de l'animal dans la société.
Bien, merci beaucoup. Voilà. Je crois. Delphine Clairaut, enseignante à l'école vétérinaire d'Alfort et membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'articule et en quoi ça consiste? Alors en fait, moi je suis vétérinaire, donc comme Norine à la base, j'ai fait ce métier pour soulager la souffrance animale et essayer justement d'améliorer un petit peu le bien-être des animaux. Et puis, durant mes études de vétérinaire, j'ai découvert le monde passionnant du chien au service de la société et de ces chiens qui peuvent être amenés à soit sauver des vies humaines, soit prévenir des accidents, comme par exemple les chiens de recherche d'explosifs peuvent le faire. Et donc, finalement, j'ai décidé un petit peu de me spécialiser là-dedans et de rentrer à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, où mes missions, finalement, sont multiples, c'est-à-dire que à la fois, je vais être amenée à apporter assistance à des animaux en situation de difficulté sur la voie publique. Donc ça, c'est pour la partie finalement plus mission animalière au quotidien. Qu'est-ce que vous appelez des animaux en difficulté sur la voie publique? Alors en difficulté, ça peut aller de l'animal qui se fait percuter par une voiture, il n'y a pas de propriétaire sur place, personne pour le transporter chez un vétérinaire. Donc ça permet finalement d'apporter les premiers soins et puis de l'emmener à la structure la plus proche, ouverte, où il pourra recevoir des soins sur le plus long terme. Avec la difficulté quand même que ça n'a pas forcément été facile parce que les communes à la base sont censées être conventionnées avec un vétérinaire et donc nous donner une adresse pour déposer les animaux qu'on trouve, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble des communes de Paris et de la Petite Couronne. Donc parfois c'est un petit peu difficile de trouver un confrère vétérinaire, mais on y arrive et je les remercie parce qu'ils nous aident vraiment à trouver des débouchés. Donc ça, c'est vrai que c'est plus pour la partie voie publique animalière. On peut aussi être amené à intervenir quand on a des animaux dangereux, parce que malheureusement, la méconnaissance de l'humain la méconnaissance de l'animal par l'humain amène quand même à des grosses bêtises, avec par exemple des gens qui vont aller à l'étranger, qui vont ramener de l'étranger parfaitement illégalement un petit singe ou une petite espèce qui vient d'un pays d'Afrique. Je pense par exemple aux petits écureuils volants, sugar glider, voilà, qui à la base sont des espèces qui se détiennent pas si facilement, qui ont des besoins, qui légalement sont des espèces sur lesquelles il y a des textes légaux qui existent, mais qui malheureusement ne peuvent pas toujours être mis en application. C'est-à-dire que les singes, parfois, ils arrivent à passer la douane parce qu'il n'y a pas eu de contrôle ce jour-là, et donc ils finissent dans un appartement à Paris. Bien entendu, le petit singe, tant qu'il est tout jeune, tout se passe très bien, et puis il grandit, ça devient un adolescent, et puis il se retrouve dans la rue. Donc du coup, là, on va être amené, nous, à intervenir pour capturer ces animaux-là, et puis leur trouver un devenir. Donc on travaille pas mal en partenariat, notamment avec Norine Chai, et puis les services vétérinaires, bien entendu, qui doivent toujours valider les décisions de devenir de ces animaux-là. Donc ça, c'est pour la partie animalière. Et puis on a également, donc à la BSPP, 22 chiens de recherche de personnes égarées et ensevelies, donc qui vont intervenir pour la recherche de personnes lors d'effondrements ou lors de disparitions inquiétantes. Alors pour ce qui est des disparitions inquiétantes, on ne travaille pas seul, on travaille aussi en partenariat avec la police, puisque en fait la différence entre les chiens de pompiers et les chiens de police, c'est que les chiens de police vont avoir besoin d'une odeur de référence pour pouvoir suivre une piste, donc ils vont avoir besoin de sentir un t-shirt, ils vont avoir besoin de sentir quelque chose ayant appartenu à la personne, ils vont remonter la trace et s'arrêter jusqu'à l'endroit où la personne s'est arrêtée ou a pris sa voiture. Nos chiens, par contre, eux, travaillent sans odeur de référence, donc en fait, on va travailler beaucoup plus sur une carte. On va définir des secteurs, par exemple dans une zone forestière, on va définir des secteurs de recherche et on va demander aux chiens de nous signaler la présence de n'importe quel humain dans cette zone de recherche. Donc le conducteur cynotechnique derrière nous dira « j'ai parcouru toute cette zone et je n'ai eu aucun marquage ou j'ai eu un marquage ». Voilà, l'objectif est le même, retrouver une personne, mais la méthode est différente. L'avantage d'avoir les deux méthodes, c'est que la police ne peut pas travailler quand ça fait déjà 6 heures ou 10 heures que la personne a disparu, parce que la piste n'est plus présente, alors que nos chiens peuvent continuer à rechercher une personne, même dans ces conditions-là.
Donc ce sont des chiens qui peuvent être amenés à travailler dans des conditions qui sont difficiles. Ce sont des chiens qui peuvent être amenés à être projetés à l'étranger. Après, c'est sûr que quand ils sont confrontés à ces situations difficiles, on ne les envoie pas comme ça. Ce sont des chiens qui sont préparés, qui sont formés qui finalement sont un petit peu comme avec les chiens guides, hein, qui petits sont recrutés pour devenir des futurs chiens de recherche et qui vont apprendre à connaître n'importe quel environnement, n'importe quel bruit, qui vont aller marcher sur des sols qui sont le plus variés possible pour éviter les entorses, limiter les problèmes de coussinets, hein, parce un petit peu comme nous, on a l'habitude de marcher avec des chaussures, donc nos pieds sont pas très, très solides, hein, mais la plante des pieds d'un chien, les coussinets d'un chien peuvent se solidifier avec le temps et on peut préparer un chien à aller travailler dans des situations plus difficiles. Et puis bien entendu, il y a tout le suivi vétérinaire qui va avec, qui est là pour leur permettre d'avoir suffisamment d'énergie et maintenir une bonne qualité de vie. La dernière chose, bien entendu, qui est fondamentale dans ce travail-là, c'est la relation avec leur conducteur cynotechnique. Hein. C'est-à-dire que nous, les chiens, c'est pas un chien, plusieurs conducteurs, et en fonction de la personne qui le garde ce jour-là, il part avec tel ou tel chien. C'est vraiment une relation fusionnelle entre le conducteur et son chien. Le chien, quand il est de garde, va travailler avec son maître. Par contre, quand son maître est au repos, il va rentrer à la maison avec son maître pour avoir des jours de repos comme n'importe quel autre chien. Et ces jours-là, il est plus chien de compagnie que chien de travail. Néanmoins, il faut voir que... Je pense que dans tous les domaines d'activité avec un chien, c'est la même chose. Les chiens de service aiment ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand le maître part en vacances pendant 3 semaines, il n'est même pas imaginable que le chien ne fasse pas une seule recherche pendant 3 semaines. Il va être obligé de prendre, alors ça peut être son enfant, ça peut être sa femme, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, mais il va être obligé de jouer avec des personnes qu'il a autour de lui, d'aller cacher ces personnes et de demander à son chien cherche à boire, parce que le chien est volontaire pour le faire et demande vraiment à le faire quand il est en phase de repos, entre guillemets. Oui, je vous remercie. Vous venez de précéder une question que je vais vous poser à toutes les deux d'ailleurs. Est-ce qu'on peut toujours faire une distinction nette entre animal de travail et animal de compagnie? Je pense que c'est pas si simple que ça. Et malheureusement, il y a le travail en plus dans le milieu professionnel qui va amener à des missions opérationnelles, hein, comme c'est le cas chez les pompiers, c'est le cas chez vous, c'est le cas dans l'armée, c'est le cas pour la police, c'est le cas pour la gendarmerie, c'est le cas pour certaines sociétés privées, où là on va vraiment avoir des missions opérationnelles. Mais vous avez aussi tout ce qui est sport canin et qui vont amener finalement des activités aux chiens qui peuvent être proches de missions opérationnelles d'ailleurs dans certains cas, sauf qu'il n'y a pas d'enjeu derrière, sauf avoir une activité qui fait plaisir aux chiens et fait plaisir aux maîtres. Mais où vraiment là, le plaisir est en un et il n'y a pas de conséquences derrière. S'il y a un échec, un chien de pompier qui ne travaille pas un jour, quelque part c'est catastrophique. Et le maître doit être capable de dire d'ailleurs mon chien n'est pas au travail, j'arrête le travail et on en passe un autre parce qu'on a des vies humaines à sauver et que quelque part on n'a pas le droit à l'erreur. En sport, c'est complètement différent. Il n'y a pas ce type d'enjeu-là derrière. Mais il faut voir que le chien en particulier, vous avez quand même une sélection génétique qui a été très très importante sur la race, sur l'espèce canine. Et vous avez des races, et maintenant vous avez dans les races finalement certaines lignées qui ont été vraiment développées pour le travail. Et je pense en particulier au malinois, parce que le berger belge malinois est clairement la race qui est la plus utilisée en travail, dans certains types de travail. Ces chiens-là, lorsqu'ils sont adoptés par une famille qui, à la base, leur veut vraiment beaucoup de bien, veut leur donner beaucoup d'amour, mais ont comme objectif pour eux de leur donner un jardin et des grandes balades sans rien faire, je dirais qui stimulent le travail mental du chien, ça génère des catastrophes. C'est-à-dire que ces chiens-là, oui, ils ont une dépense physique qui est totalement correcte sur le papier, mais si on les stimule pas mentalement, ils vont essayer de se trouver tout seuls un travail à faire. Et donc, ce sont des chiens qui vont se mettre... Alors, ça peut aller de « je garde la maison » de manière complètement spontanée, ce qui est encore contrôlable, à « je décide que je garde madame ». Et là, ça peut devenir un petit peu plus compliqué, surtout si madame est célibataire au début et qu'il y a un conjoint qui arrive entre deux. Là, ça devient franchement plus compliqué à gérer.
Ça peut, voilà, ça peut être, je décide de me mettre à garder le canapé que, voilà, que au début tu me laissais utiliser et puis que là tu veux plus que j'utilise. Et donc finalement, ces chiens qui sont à la base des chiens potentiellement de travail, qui veulent être pris par des familles qui les veulent comme animaux de compagnie simplement, et ben, en règle générale, ça génère des abandons à 1 an et demi ou à 2 ans simplement parce que le chien s'embête. Oui, vous voulez Oui, répondre juste, rapidement sur cette voilà, question. je réponds vite, c'est qu'effectivement, moi je suis incapable de donner la limite, de même définir ce que c'est que le travail pour mon chien. Et puis je suis pas capable de vous dire quand il travaille ou quand il travaille pas. Une personne aveugle qui rentre chez elle, certes, elle va avoir enlevé son harnais, elle arrive, et ben elle fait tomber ses clés, le chien va arriver comme une bombe pour le ramasser et puis lui donner avec beaucoup de joie. Est-ce que c'est du travail? Effectivement, on lui a appris à ramasser, à donner dans la main, à pas jeter plus loin. Il y a de l'appris, il y a du pas appris, il y a du plaisir. Moi, je suis incapable de définir le travail. Vos chiens guides sont aussi le produit d'une sélection génétique? Ah, complètement. Ils sont le produit d'un centre d'élevage qui est défini et est uniquement défini en fonction des besoins des personnes aveugles. C'est-à-dire qu'une demande de chien guide va définir, en gros, une naissance de chiot. Et on voit surtout des Golden Retrievers, c'est ça Il y a 80% sont des retrievers, donc des croisés Labrador Golden, des Golden et des flats et croisés flats. Et puis les 20% sont des Border Collie ou des bergers blancs. Voilà. D'accord. Bien. Merci à toutes. Encore une question à la vétérinaire. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir affaire à des animaux, des félins, par exemple, des gros félins échappés? Je pense que vous pensez au cas des Yvelines qui nous a bien occupés il y a quelques semaines. Malheureusement, c'est pas complètement impossible que ça arrive un jour parce qu'on sait qu'en Île-de-France, on a des personnes qui détiennent ce type de félins à proximité de maisons, avec pas forcément toutes les autorisations d'ailleurs. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait. La seule intervention que j'ai faite sur des félins, c'était sur une saisie de cirque. Donc, dans un contexte un petit peu différent, mais où j'ai été amenée à en capturer. Je sais que Dominique Grandjean, qui est mon responsable de service d'ailleurs, est à la brigade et à l'école vétérinaire, lui a déjà fait un tigre, mais qui s'est avéré être un tigrou de 5 semaines. Donc, il était gros comme un pas très gros chat, en fait, dans le bois de Boulogne, qui était parti de... Personne n'a jamais su trop où. Voilà. Mais ce sont des choses qui sont possibles. Ouais. Moi, je me souviens que Dominique Grandjean, il y a une vingtaine d'années, m'avait dit qu'il estimait qu'il y avait en France plusieurs centaines de grands félins répartis chez des particuliers, et que ces plusieurs centaines, il y en avait toujours 4 ou 5 qui étaient plus ou moins en vadrouille. Ouais, je suis entièrement d'accord avec lui. Puis, de toute façon, il y a les félins, et puis après, je vous dis, ce qui est nettement plus inquiétant et qu'on fait nettement plus souvent actuellement, ça reste quand même tout ce qui est singe. C'est vrai que ça, c'est vraiment dramatique parce que un petit Ouistiti, c'est rien du tout, c'est tout petit, ça passe. Même un petit macaque, un jeune macaque, c'est très facile de passer ça dans un bagage, et il y en a beaucoup, parce que ça représente quand même sur Paris une vingtaine d'interventions. Bon, là, on en a fait un il y a 15 jours qui a été un petit peu médiatisé dans le Parisien, mais il y en a aussi beaucoup qu'on fait qui ne sont pas médiatisés, et 20 par an, ça fait quand même pas mal de singes, surtout qu'on ne les récupère pas tous, c'est-à-dire que nous, on récupère ceux que les gens mettent dans la rue. Bien. Merci beaucoup. Alors, Jacques, tu peux nous retracer brièvement ton itinéraire? Oui, bon, en 10 minutes. Hein, parce que je te vois, bonjour. Donc, ma formation, c'est neurobiologiste. Et donc, au cours de ma carrière, j'ai été amené tout au long à pratiquer l'expérimentation sur des animaux vivants. Je précise que ce n'est pas de la vivisection. Je m'inscris en cela dans la perspective qui avait été ouverte par Darwin lui-même quand il écrivait au rédacteur en chef de Nature en 1881. Il disait moi, je trouve ça très bien de travailler sur des animaux vivants pour comprendre un mécanisme, pour l'analyser. Et je réfute l'application du mot vivisection à une époque où il y avait Claude Bernard qui utilisait encore le mot vivisection tranquillement. Effectivement, il y avait une différence de perspective.
Donc j'ai été amené à utiliser ou à travailler avec, et vous allez voir pourquoi je prends ces précautions verbales, des espèces différentes, soit des oiseaux, pigeons, canards, oies, je mélange à travers ma carrière, et majoritairement des mammifères. Alors c'était classique dans des laboratoires, des rongeurs, des hamsters, ça c'est un petit peu moins courant. Aussi, j'ai travaillé, et je vais m'arrêter un instant sur ce qui apparaît aux yeux de certains le pire, des primates, c'est-à-dire des singes. En l'occurrence, c'était des macaques adultes, dont 2 adultes qui, pour l'un, pesaient 12 kilos et l'autre 15. Ils étaient, bon. Ça veut dire que c'est des animaux très solides, physiquement. Et s'ils ne sont pas d'accord pour travailler avec vous, s'engagent des difficultés au quotidien. Et donc, je vais m'arrêter un petit peu sur ces deux-là, avec lesquels j'ai travaillé à un moment particulier. Je l'inscris dans une perspective qui était une perspective scientifique, à une époque où commençait à se développer ce qui ressemble aux prémices de l'imagerie médicale cérébrale. C'est-à-dire qu'à l'époque, les animaux que l'on utilisait pendant un certain temps, et ce certain temps comportait, là ça a déjà sauté, il faudrait revenir un tout petit peu en arrière, oui voilà, je vais développer ça. On travaillait ce qu'on appelle en comportement animal, c'est-à-dire qu'on leur demandait de nous dire, le dire, alors évidemment c'est comportemental, qu'est-ce qu'ils entendaient, puisqu'à l'époque, je travaillais dans le domaine de l'audition centrale, comment se codent, disons, les hauteurs en fréquence, les hauteurs tonales, graves, aiguës, tout ça. Tout ça, c'est codé dans le système nerveux. On cherchait à retrouver les cartographies de cet étalement des fréquences, graves, aiguës. Voilà. Ce qui, dans une application biomédicale, a servi ultérieurement pour implanter des systèmes de stimulation du nerf cochléaire chez des sourds, mais qui pouvaient encore entendre parce qu'il y avait simplement, c'est déjà quelque chose, la cochlée était atteinte, mais pas le système nerveux central, ni le nerf auditif, bon, pour situer globalement. Donc on travaillait sur des singes, et ces singes étaient implantés avec des microélectrodes. Ça fait pas mal dans le cerveau, parce que le cerveau est un organe indolore, mais il y avait une phase de chirurgie qui demandait autant de précautions qu'avec un être humain, parce que tout simplement, quand on fait l'opération, il y a des mesures d'hygiène nécessaires, et puis après on va garder l'animal et enregistrer des activités de ces neurones pendant un certain temps. Ce certain temps, ça a duré 1 an et demi quand même. Et donc là, il y avait un début de relation avec des animaux. C'est pour ça que je focalise là-dessus, parce que souvent, quand on va prendre un hamster ou un singe, on va le chercher, et puis ça se termine assez rapidement. Bon. Et donc, ces 2 singes-là me sont revenus parce que je viens de lire alors, un livre dont il a été question ce matin, le livre du moine bouddhiste français Mathieu Ricard, qui s'appelle « Plaidoyer pour les animaux ». Et il y a un chapitre entier, qui est le chapitre 9, qui est consacré ce qu'il appelle le dilemme de l'expérimentation animale. Il est gentil, il marque quand même dilemme. Et je m'attendais au pire, parce qu'évidemment, son approche, c'est de considérer avec respect tout être vivant. Et là, je me retrouvais le vrai méchant de l'histoire. Donc j'ai lu ça. Et puis, constatant que les journalistes le présentaient toujours d'abord donc comme un moine, déjà c'est bien un moine parce que ça sait des choses, c'est pondéré. Et puis bouddhiste, là tout de suite, ça vous emmène, je dis ça enfin un peu en caricature, mais enfin c'est encore mieux. C'est la sagesse absolue. Hein. Bon, ok. Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Évidemment, je m'attendais à ce qu'ils nous disent que c'est pas bien d'utiliser les animaux, d'en disposer et de disposer, comme j'ai pu le faire moi, là, de leur corps, de leur système nerveux et de leur vie à un moment. Bien. Et puis, les journalistes le présentent toujours aussi comme un scientifique. Ah tiens, bon, oui, effectivement, c'est un biologiste cellulaire de formation, en d'autres temps. Mais je me dis, pourquoi on le présente toujours comme un scientifique? Alors je suis allé faire, comme tout bon chercheur, la recherche bibliographique.
Et je tombe là-dessus, dans Social et Cognitive and Affective Neuroscience Advanced Access. Donc il faudrait revenir, voilà. Un titre qui date de 2013. Alors, disons, les patrons de répartition des activités cérébrales dans des situations d'entraînement à la compassion et à l'empathie. C'est-à-dire que c'est dans les situations dites de méditation. Et effectivement, il y a des neurobiologistes qui sont intéressés par l'idée de savoir comment se modifient les activités au sein du système nerveux central, au sein du cerveau, quand on rentre en situation de méditation dite particulière, celle de la méditation compassionnelle. Et parmi les auteurs, mais auteurs-acteurs, il y a Mathieu Ricard. Et ça date de 2013. Je dis, tiens, voilà qui est intéressant. Et alors là, on peut passer la diapo qui vient juste derrière. S'il te plaît, tu peux passer la diapo. Simplement pour vous montrer, bon, dans l'article, je vais vous passer ça, mais enfin, il y a eu, entre autres, cette illustration qui vous montre la cartographie des modifications fonctionnelles associées à un état d'empathie, c'est les zones qui sont en bleu, et de compassion en rouge, qui sont comparées à celles qui sont induites chez un sujet humain test dans un test de mémoire. Et je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant, parce que ce monsieur-là, lui, il va être sensible à une forme de contradiction intellectuelle, parce que au cours de son chapitre 9, il n'est pas très d'accord avec l'utilisation des animaux, donc l'expérimentation sur les animaux. Là, vous allez me dire, mais il le fait sur lui. Oui, mais pour arriver à cette localisation-là, à identifier des zones anatomiques, à les repérer de façon statistique, ce travail-là, qui est fait en commun avec des neuroscientifiques allemands et suisses, repose sur à peu près 12 000 articles de neurosciences au cours des 30 dernières années, dont mes petits articles minables. Mais ça, ce n'est pas la question. Ça veut dire que, même pour s'intéresser à une question qui le concerne en tant que moine bouddhiste, en tant que j'aimerais savoir ce qui se passe dans le cerveau quand je me mets en situation d'empathie, de résonance avec l'autre, il est bien obligé de se fonder sur des données scientifiques qui viennent de l'expérimentation animale. Voilà le point que je voulais pointer, c'est qu'il y a quand même une forme de, ce qui m'apparaît moi comme une contradiction intellectuelle. J'étais évidemment trop content de trouver ça. Est-ce que tu n'es pas là pour nous parler des moines, tu es là pour nous parler des animaux? C'est un animal aussi. Oui, ça veut dire que... Eh bien oui, alors c'est l'autre justification de l'expérimentation animale. C'est que l'une des justifications, même en recherche fondamentale, pour comprendre un phénomène, pour comprendre un mécanisme. Or là, bon, neurosciences, je n'ai pas la prétention de dire que mes travaux participaient à l'amélioration de la condition en médecine et tout ça, sauf ce que j'ai cité au début, accessoirement. Mais ça veut dire que nous considérons que nous sommes fondés et justifiés, alors éthiquement, philosophiquement, à utiliser des animaux et à disposer de leur corps, à disposer de leur vie, dans des conditions que nous contrôlons et qui sont contrôlées par une réglementation très stricte, contrairement à ce qui continue à se dire. Mais même en dehors de cette réglementation, je peux témoigner que spontanément, peut-être parce que je suis méchant comme ça, mais j'aime pas faire du mal aux bêtes, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'en disposant de la vie des animaux, ou en les euthanasiant à un moment donné, ou en les utilisant, il n'y ait jamais de signe de douleur ou de stress. Sauf quand je vais les prendre dans leur cage. Bon, ben là, ils n'aiment pas ça. Alors, est-ce qu'en moins de 5 minutes, tu pourrais nous parler du problème du bien-être animal en situation d'élevage? Est-ce que, pour le neurobiologiste que tu es, est-ce qu'il y a des critères généraux, ou est-ce qu'il faut varier les critères d'une espèce à l'autre, ou où est-ce que vous en êtes finalement? Bon, alors là, Jean-Pierre Digard fait allusion à une deuxième partie de ma carrière où, étant à l'INRA, à un moment, on nous a dit c'est une question de société, il faut vous occuper, les petits gars, de ce qu'on appelle le bien-être animal. Alors, vous voyez bien que par rapport à mon parcours, sur le moment, ah, tiens, bon. Et donc, voilà, je me suis converti à ce nouveau champ d'activité, non pas à une nouvelle religion.
Et bon, j'ai découvert un autre univers. Ça m'a permis de découvrir aussi le monde de l'élevage et de rencontrer des éleveurs et puis d'aller voir dans les élevages, d'aller voir même jusqu'au stade ultime actuellement, puisque je participe en tant qu'expert à l'ANSES, les situations d'abattage. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que par un ensemble... Alors, levons un instant notre petit chapeau aux alerteurs, ceux qui ont dit « mais ça ne va pas du tout dans les élevages ». Bon, ok. Ils ont eu le mérite de déclencher quelque chose, de lancer une pichenette. Mais ce que je leur reproche actuellement, c'est d'être toujours 10, 15, 20 ans en retard pour justifier leur campagne par rapport à ce qui s'est fait. Alors, ce qui s'est fait, ça se fait un petit peu en coopération entre le monde scientifique, le monde des élevages, et puis les intermédiaires entre le monde strictement scientifique, blouse blanche, machin, et puis les instituts d'élevage qui travaillent aussi, qui font des questions de recherche, et qui, collectivement, ont petit à petit établi, et c'est pas fini, des critères d'observation des animaux qui permettent d'évaluer leur... Alors c'est là où les mots sont piégeux. Leur niveau d'absence de signes évidents de stress, de douleur, d'inconvénient à être là, coincé ou pas coincé, ce qui s'écrit facilement, commodément par niveau de bien-être. Mais niveau de bien-être, évidemment, je dis c'est piégeux parce que c'est un vécu de l'animal qu'il est très difficile d'aller interroger directement. Alors, avec mes collègues vétérinaires ou mes collègues éleveurs, ils savent lire des signes de vache. Ben oui, j'appelle ça simplement. Il y a des signes de vache, il y a des signes de cochon, il y a des signes de poulet aussi. Bon. Et c'est le fait d'aller regarder au niveau comportemental ou au niveau physiologique ou neurobiologique, ces signaux-là, de les compiler, de les confronter aux signaux comportementaux en labo qui cherchent à simuler les conditions de ferme, et puis de revenir dans les fermes. Alors, des fermes à la française, 50 vaches laitières qui peuvent sortir, ou des grands ensembles plus industrialisés, et de voir ce qui se passe. Et malgré ce qui se dit, j'insiste, il y a quand même une tendance à l'amélioration. Et je vous assure qu'il vaut mieux être une vache laitière maintenant, au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, qu'à la fin du XIXe, qui était toujours à la tâche, qui était dans des étables sombres, qui pataugeait dans sa bouse, dans la boue, et ainsi de suite. Bon, là, il y a des signes. Alors maintenant, la dérive que nous avons pu observer, ça a été dit ce matin, il faut bien y revenir, pas faire comme si ça avait glissé, et qui, on voit bien, nous interpelle tous. Ces élevages très taylorisés, très intensifiés, que d'aucuns qualifient d'industriels, c'est-à-dire qui transforment une vision de l'animal que vous connaissez individuellement en un numéro d'être vivant interchangeable, effectivement, ça pose d'autres problèmes, même si, au pied de la lettre de certaines de ces observations que nous construisons collectivement en France et en Europe, on peut dire qu'une vache dans un grand établissement, il y en a 500, 600, un millier, il y en a plusieurs en Europe, des comme ça, ce n'est pas un cas particulier. Bon, si on leur laisse la possibilité de circuler dans ce grand hangar, d'aller voir leurs congénères, d'aller manger à leur heure, d'aller se faire traire à leur heure qui leur convient, la technicité le permet, elle donne peu de signes d'inconvénients majeurs. Mais c'est nous que ça gêne, en termes de perception. Cela dit, ce ne sont plus les mêmes animaux que ceux que tu élèves. C'est des animaux qui ont été sélectionnés, qui sont nés dans ces conditions-là. Ce n'est pas les mêmes. Alors certainement qu'il leur reste une motivation pour accomplir un comportement qui ne peut pas toujours s'accomplir, comme aller brouter, pour le cas d'un bovin. Mais voilà comment on essaye d'aborder ça. Bien, merci.
On n'est pas sorti de l'auberge avec le bien-être animal. Alors, Hélène Frégé. Alors moi, je vais vous emmener un petit peu hors de Paris parce que ça manque d'air et j'aime bien avoir les pieds sur terre. Là, il y a beaucoup de hauteur à tous ces débats. Je voudrais vous ramener avec mes vaches. Donc ma ferme, elle se situe en Berry, donc au pays des sorcières, à côté du Reuilly. Voilà des petits coins sympathiques pour ceux qui aiment le Chavignol aussi dans ces coins-là. J'ai 70 vaches laitières et j'ai un atelier de pisciculture. Donc là, vous avez une vue un peu panoramique de l'ensemble. Donc ça paraît très grand, mais quand on élève des poissons, il faut aussi avoir de l'espace. Les poissons, en l'occurrence, ce sont des carpes koi, des poissons d'ornement qui vivent accompagnés des vaches. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme belles photos ? Donc j'ai 70 vaches, comme je vous l'expliquais. Mes vaches sont des Primolstein que j'élève dans les bâtiments que vous avez pu voir. Et le lien à l'animal, pour en revenir à des choses bien précises, c'est quelque chose qu'on cultive dès qu'on est tout petit. Parce que quand on est comme moi, fille d'agriculteur, on est élevé avec nos animaux. Mes parents n'avaient pas de moyens de garde quand j'avais 4-5 ans et moins. Donc il était assez facile de créer un petit parc en botte de paille au milieu des petits veaux. Et puis de nous imprégner de ce contact animal et de nous emmener au quotidien dans la vie de nos parents. Donc on a grandi avec ça. Le lien à l'animal, c'est déjà tout petit, cette culture. C'est bien compliqué toujours de parler de ces choses-là qui nous tiennent à cœur et qui nous font vivre. Aidez-moi, je serais ravie de répondre à vos questions. C'est plus simple de vous emmener dans ma ferme par des curiosités personnelles. Ah, vous avez des chevaux aussi ? Alors, il y a toute espèce d'animaux dans une ferme. Il y a des chevaux, des vaches et des chiens, bien évidemment. Tout ça collabore. Voilà, les carpes, alors. Voilà, les carpes. Alors, la particularité de cette ferme, entre les vaches et les poissons, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le lagunage. Le lagunage est un moyen biologique de digestion des lisiers par une chaîne naturelle, phytoplancton, zooplancton, et je nourris mes poissons colorés en l'occurrence par cette chaîne alimentaire. Donc c'est une méthode, tout ce qu'il y a de plus naturel, pour purifier les eaux de mon exploitation et valoriser mon système de production animale. Voilà ce qu'il en est. Après, la divulgation de ces poissons carpe koi, c'est plutôt du particulier. Donc la ferme fait de l'accueil de personnel. On est ouvert à l'accueil au public qui viennent choisir directement les animaux sur l'exploitation. Alors les vaches laitières, c'est des animaux passionnants parce que c'est des animaux qui aiment le calme. C'est des animaux qu'on observe en permanence. On est le matin à 6h avec elles jusqu'au soir 7h. C'est des animaux qui nous font vivre, qui nous émeut de leur curiosité, mais en même temps, c'est des animaux qu'on fait vivre, on choisit de faire vivre, et qui, après une certaine collaboration pour la production laitière, on doit choisir de faire partir de l'exploitation. Donc c'est un choix particulier, et ça nécessite, au niveau du lien à l'animal, d'avoir une certaine distance pour se protéger en tant qu'éleveur, parce qu'il serait difficile d'imaginer augmenter la taille des cheptels indéfiniment sur les exploitations. Voilà. L'âge de la réforme ? L'âge de la réforme, selon les animaux, on peut dire que c'est de 7-8 ans, en général. Entre 4 et 8 ans. 4 à 8 ans, oui, tout à fait. 4 à 8 ans. Pardon ? Alors les vaches, nous on est sur des vaches de production. Donc une vache peut vivre jusqu'à 10 ans. En système de production, elle vit jusqu'à 8 ans dans mon système. Dans un système naturel, on parlait de pays étrangers, les vaches n'ont pas cette durée de vie-là, quoi. Alors, les vaches font un veau par an, puisque c'est la condition sine qua non pour pouvoir produire du lait. On est dans cette étape-là. Les veaux femelles sont élevés sur l'exploitation, et les veaux mâles sont confiés à des éleveurs pour qui l'élevage sera orienté sur d'autres destinations. Donc moi, je n'élève que les veaux femelles pour produire du lait. Les animaux font entre 25 à 27 litres de lait par jour sur une alimentation qui est produite majoritairement sur la ferme. L'objectif étant de savoir exactement ce qu'on souhaite donner à nos animaux. Donc il est nécessaire de produire le maximum sur son exploitation pour maîtriser la traçabilité alimentaire. Et le bien-être animal, c'est pouvoir respecter dans notre environnement
des conditions d'alimentation saines. Donc les récoltes se font à date bien précise de maturité des fourrages, se font des méthodes de conservation qui permettent de garantir toute l'année un aspect sanitaire de l'alimentation le plus sain et le plus équilibré pour l'animal. Et chaque jour, on prépare une vraie cuisine pour les vaches de manière à leur garantir ce niveau d'apport alimentaire. D'accord. Et donc, elles sont toute l'année en stabulation? Alors, moi, elles ne sont pas toute l'année en stabulation. Les génisses vont toutes dehors jusqu'à 2 ans. Moi, les vaches adultes ne vont pas nécessairement dehors parce que je suis dans une région pédoclimatique où je ne peux pas garantir l'alimentation toute l'année. Donc, il faut que je leur amène l'alimentation conservée dans l'étable. Et j'ai aussi des difficultés actuellement avec une problématique de renard qui est en surpopulation dans mon secteur, et par contamination des renards sur les vaches en gestation, j'ai des problèmes sanitaires actuellement dans le troupeau. Donc, en préservant un petit peu mes animaux de l'extérieur, j'espère baisser la pression sanitaire qui me pose des problèmes sur la mise bas des vaches. Donc, c'est un peu compliqué de concilier des surpopulations d'animaux sauvages où le sanitaire n'est pas contrôlé. En élevage laitier, le sanitaire est relativement contrôlé. Les animaux sont visualisés tous les jours. On a notre œil, nous, d'éleveurs, pour observer la rumination, pour observer les oreilles d'un animal qui serait un peu fatigué. Donc, cette observation, elle est omniprésente. Sur des animaux sauvages, on n'a pas l'observation sanitaire qui nous permette de protéger nos animaux d'élevage. Actuellement, c'est les renards qui sont cette source de problématiques, mais j'ai des collègues éleveurs qui ont des problématiques liées aux cerfs. Et sur la pisciculture, j'ai une problématique de ragondins qui viennent percer les digues et faire fuir les bassins de production, sans parler des problématiques ornithologiques. Donc pour protéger mes poissons, j'ai des filets sur les bassins pour éviter que les poissons stressent. Alors le poisson, ça stresse même si on ne peut pas le mesurer comme la vache laitière, mais le poisson va stresser, les couleurs vont se perdre, et puis des blessures qui vont perturber la croissance des animaux. Ça, c'est le cormoran, je suppose? Le cormoran et le héron. Donc, comme il est difficile de lutter, on protège par des filets de protection sur les bassins. Mais peut-être d'autres idées vous viendront en écoutant parler votre collègue Bruno Martel. Merci en tout cas. Je ne sais pas si je vais pouvoir en rajouter beaucoup parce qu'on a la même production. Mais j'apporterai juste un éclairage un peu différent. Comme moi aussi, je suis éleveur de vaches laitières. Donc, je suis situé une petite commune entre Nantes et Rennes. Voilà, je suis réveillé depuis 4 heures ce matin pour parler maintenant. Donc, ça commence quand même. Alors, vous avez des réflexions d'une certaine hauteur et tout, mais je vous avouerai qu'à un certain moment, on n'est pas forcément habitué, quoi. Je vais être complètement honnête avec vous. Mais à la fois, ça nous apporte aussi et ça nous questionne parce que je ne m'attendais pas non plus à avoir un questionnement comme celui-ci aujourd'hui sur la relation avec l'animal, parce que c'est vrai que autant nous, c'est notre quotidien et ça nous paraît complètement naturel, certaines relations et certains modes de fonctionnement. Et le fait d'être interpellé de la sorte, parce que je le prends comme une interpellation quand même, eh bien, ça nous ramène aussi à des choses un peu différentes et à une vision du métier qui est, bon, voilà, qu'on n'appréhende pas toujours. Et du coup, je partagerai les propos avec certaines personnes qui pouvaient s'exprimer de manière un peu dure sur l'élevage. Et je me dis, en fait, ils ont raison sur le fait qu'il faut se côtoyer, il faut discuter ensemble et se rencontrer. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'opposer les gens, parce que chacun a ses convictions, et puis du coup, si chacun repart avec ses convictions, eh bien, on ne va pas être plus avancé ce soir ou demain matin, parce que ce soir, on va peut-être dormir quand même. Voilà. Et du coup, non, je trouve ça vraiment bien, cette interpellation, parce que oui, ça nous ramène à des choses assez terre-à-terre. Moi, je suis agriculteur, éleveur. Mon père était éleveur. Mon grand-père était éleveur et avant, tout le monde était éleveur. De toute façon, moi en Bretagne, c'était ça. Mes arrière-grands-parents, tout le monde était agriculteur. Et dans ce que vous avez dit aujourd'hui, la notion de sensibilité, de relation avec l'animal, l'œil. Mon père, moi, disait un mot un peu différent. Il parlait souvent de l'œil du chasseur. Alors, mon père a 80 ans, il est tous les jours à la ferme, des fois il nous barre les pieds un peu, mais c'est pas grave.
il parle souvent de l'œil du chasseur, c'est-à-dire que pour lui, il a toujours été éleveur depuis tout petit, bref. Quand il voit un animal, une perdrix dans un champ ou quelque chose comme ça, des fois, il me donne un coup de coude ou il le dit à mes enfants aussi, il dit « T'as vu là-bas ?» Et en fait, il dit toujours que dans notre métier, il faut... Ouais, alors, je pense qu'ils nous l'ont appris sans doute inconsciemment. On a des choses qui, dans le paysage ou dans la relation avec les animaux, nous choquent ou nous perturbent pour un rien. C'est-à-dire que mon père, il voit un champignon à 500 mètres. Il est habitué à un paysage et à une vision de l'espace qui fait que le moindre changement, tac, ça choque et ça fixe le regard. Et dans notre quotidien d'éleveur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en dehors de cette notion de taille de troupeau, de type de production, etc., je pense que nous, dans nos métiers d'élevage, ce qu'on a en commun, c'est qu'on est capable, je pense qu'on peut en être fier quand même, de déceler un animal qui n'est pas bien ou qui a quelque chose d'anormal très facilement. Je pourrais redescendre mon téléphone qui est resté là-haut. Je vous disais, je me suis réveillé à 4 heures ce matin. Ce n'est pas des blagues, je pourrais vous inventer n'importe quoi, vous n'allez pas le vérifier. Hier soir, avant de partir, moi j'ai mis une génisse dans une case. D'habitude, elles sont toujours dehors. Je savais que je n'étais pas là aujourd'hui. On est 2, donc on est 3 associés sur la ferme. Donc avec Julie, on est tous les 2 à s'occuper du troupeau des laitières. Eh bien, j'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose aujourd'hui, parce que c'est très rare que je pars toute la journée comme ça. Et j'aime pas ça parce que je culpabilise tellement quand il arrive quelque chose. Bref. Hier soir, avec Julie, on a dit, tiens, la génisse, là, il faudrait la mettre de côté, on ne sait jamais. Je l'ai mise dans une case hier soir avant de partir. Moi, j'habite juste à côté de la ferme. Ce matin, à 4h30, j'ai mis mes bottes, j'ai été la voir avant de partir. Il n'y avait rien du tout. Julie m'a envoyé un SMS. Au moment du repas, j'ai regardé. La génisse à Vélé, c'est une petite génisse, super. C'est-à-dire qu'elle a fait un petit veau génisse, bref. Et ça s'est bien passé. Mais pour vous dire, hier, tous les 2, on avait constaté, on les isole un petit peu, celles qui se préparent, comme on dit chez nous, pour Vélé. Eh bien, tous les 2, on avait constaté qu'elle était prête à véler. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi. C'est inné ou appris, mais notre quotidien d'éleveur nous rapproche énormément de l'animal. Et voilà, globalement, c'est ça ce message. Après, derrière, voilà, je suis producteur de lait, j'ai des animaux, on est à 3 associés, 2 qui s'occupent exclusivement du troupeau des laitières. Elles ont toujours accès au pâturage. Je suis en agriculture biologique, mais bon, dans mon secteur, mes collègues travaillent globalement de la même manière, avec une valorisation de l'herbe. Bon, je veux dire, on n'est pas dans un secteur, c'est pas les États-Unis, la Bretagne, hein, même si parfois j'entends certains discours sur la Bretagne, voilà. Et voilà, tout simplement. Vous vous définissez comme un éleveur bio. Donc, c'est pas qu'une définition, parce que c'est aussi un cahier des charges. Justement, oui, oui. Ça, parce que autrement, j'aurais peut-être les cheveux longs, mais... Je pense que le cahier des charges, tout le monde le connaît plus ou moins, mais je voulais vous interroger sur est-ce que la formule d'élevage bio implique un mode de vie ou un rapport particulier aux animaux? Alors, les conditions d'élevage sont par obligation différentes. C'est-à-dire qu'on a des animaux qui ont un accès au pâturage en permanence et toute l'année et avec une valorisation de l'herbe maximale. Donc c'est vrai que le cahier des charges, du coup, nous oblige... En fait, on surveille les animaux au champ, on a beaucoup d'animaux qui sont au pâturage. Donc ça mobilise plus pour moi, hein, ça mobilise plus de temps de travail parce qu'on a des effectifs plus importants, des animaux moins productifs. Et du coup, des lots d'animaux, dans ma région, le parcellaire est assez morcelé. Donc on est en permanence à circuler parmi les animaux pour vérifier que tout se passe bien, leur emmener du foin, de l'eau, etc. Le quotidien est légèrement différent. Après, les techniques d'élevage sont globalement les mêmes. Hein. Il n'y a rien de révolutionnaire, je ne montrerai pas la main. Hein.
Oui, quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Non, mais j'aimerais bien que Hélène nous dise 3 mots sur cette combinaison, comment ça lui est venu, cette idée de combiner l'élevage de poissons pour une partie du recyclage des effluents de ces mammifères. Parce qu'on nous fait toujours, souvent, le cirque et la morale ici. Regardez, en Asie, ils savent faire des trucs, mais allez pas en Asie. Tiens, tu as la parole. Alors, dans beaucoup de cas de figure, les choses se passent par hasard. Il y a toujours des heureux ou des mauvais résultats. Mais dans les années 90, au moment de mon installation sur la ferme familiale, on avait la réflexion mise aux normes. Donc la mise aux normes, c'est faire un diagnostic de la ferme, voir quelle est la mesure de ce que produisent les animaux, et puis après mettre en place des installations qui permettent de capturer tous les effluents. Et à l'époque, on avait cette réflexion et rien n'était fait puisqu'on était dans la démarche. Et un jour d'orage, la réserve que vous avez en bas existait déjà. Un jour d'orage vraiment violent, tous les lisiers sont partis comme une vague dans cette réserve. Donc pour nous, ça a été un stress en se disant, tiens, on s'était amusé à mettre quelques poissons comme ça pour délirer. On s'est dit, on va se retrouver avec tous les poissons sur le carreau, ça va être dramatique. Et bon, l'orage est passé, les eaux ont bruni d'une manière un petit peu surprenante. Et puis est arrivé l'hiver avec la pêche de cette réserve. Et quand on a vidé l'étang, de 300 kilos de poissons mis au départ, on a récupéré 2 tonnes de poissons. Et on s'est penché sur la question de cette vie biologique, parce que finalement, l'eau, on la regarde comme une problématique aujourd'hui sur l'abreuvement humain, mais nous, la problématique se posait sur la zone de production, voilà, milieu de production, milieu de vie. Et on s'est rendu compte que finalement, dans les lisiers, c'est de l'azote, et l'azote, c'est un initiateur de vie, qu'elle soit vie terrienne ou vie aquatique. On avait quelque chose d'intéressant à creuser. Après, le hasard a fait qu'un pisciculteur est venu nous proposer de reprendre sa pisciculture, et de fil en aiguille, on a monté un projet. On est parti d'abord sur du poisson d'étang et ensuite sur de la carpe koi. Mais le hasard a fait qu'on s'est posé la question de et si on traitait l'eau pour en faire un cycle de vie et pas seulement une zone de baignade. Donc aujourd'hui, on a vraiment une distinction entre ce qu'on a comme eau propre pour pouvoir abreuver les animaux et comme zone de baignade, et comme une zone de production piscicole où les eaux sont chargées et maîtrisées. On a une maîtrise de ces apports organiques dans la vie aquatique, mais qui n'en fait pas de l'eau potable pour autant. Mais c'est une vie, ça fait une vie très favorable aux carpes que je vais pêcher. D'ailleurs, demain, je dois en sortir dans un des bassins que vous avez là. J'en ai 150 grosses de 4 à 8 kilos que je dois pêcher demain pour une vente organisée ce week-end. Donc derrière, j'ai un véritable souci de bien-être et de production sur mes animaux, parce que j'ai le coloris qui va varier aussi en fonction de ça. J'ai une alimentation naturelle très riche. J'ai de la spiruline plein les bassins. Et la spiruline, c'est une algue, une cyanobactérie qui est formidable pour la vie aquatique. Donc c'est vrai qu'on revoit aujourd'hui des choses qui se passent dans les pays d'Asie où on n'a aucune maîtrise, parce qu'on est en eau libre, on est en rivière et que ça se fait de manière anarchique. Quand on est en système eau close comme ça, on peut faire des choses assez faramineuses et intéressantes pour développer un atelier sur une exploitation, sur une ferme. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Nous allons pouvoir, comme c'est prévu dans le programme, pendant un quart d'heure, 20 minutes, passer à des questions. Tout à fait. D'accord. Alors, des questions aussi bien entre vous, bien évidemment, que dans la salle. Voilà. Oui, madame. Bonjour, Stéphanie Vidot, diététicienne nutritionniste. J'ai une question pour nos éleveurs laitiers. Alors c'est vraiment une question que je me pose, qui me rumine depuis quelques temps, c'est le cas de le dire. En fait, c'est la séparation, c'est le moment de séparation veau-mère. Vous, comment vous le vivez? Parce que bon, j'ai des échos. Et aussi, dans la logique de fonctionnement, que ces veaux, du coup, qui sont séparés, sont nourris avec du lait en poudre. Et bon, c'est pas exactement ça, vous nous expliquerez. Et enfin voilà, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, sachant que j'ai bien compris en contrepartie que s'il y avait une séparation, c'est aussi par rapport à la contamination du lait. Merci.
Alors, on va peut-être pouvoir donner nos deux exemples et notre façon de gérer les veaux, entre guillemets, après la naissance. Alors, chez moi, un veau naît avec sa mère. Il reste avec sa mère la journée du vélage. Alors, j'espère que vous poserez des questions après si vous n'avez pas tout compris, mais je pense que vous allez comprendre. Si elle n'est pas délivrée, ça vous va? Si sa délivrance n'est pas éjectée, on laisse le veau la deuxième journée avec. Et lorsqu'elle est bien délivrée, on la met avec le troupeau, la vache, et on sépare le veau. Le veau, on le met dans une case individuelle où on lui donne le lait de sa mère pendant une semaine, ce colostrum. Ensuite, il passe au lait entier. Chez moi, chez nous, on est à 3. Je dis ça parce que les deux sont en train de travailler en ce moment. Donc, on leur donne du lait entier après jusqu'à 3 mois. Le lait entier, c'est 2 litres de lait matin et soir au départ pour arriver à 4 litres de lait matin et soir. Non. Non. Au bout d'une semaine, au bout de 10 jours, pour être très précis, on donne le lait de n'importe quelle vache. Uniquement, d'une façon simple, hein, il boit 2 litres le matin, 2 litres le soir. Sa mère, au bout de 10 jours, donne 10 litres le matin, 10 litres le soir. Bon, mathématiquement, je veux dire, pas besoin d'avoir fait de grandes études. Avec une seule vache, on nourrit 5 veaux. Hein, donc, bon, c'est pas la peine d'en traire 5 séparément. Donc, ils ont du lait. Nous, on rajoute du kéfir. C'est-à-dire qu'on rajoute du yaourt au lait pour faciliter la digestion. Et à partir de 2 mois, il y a une transition avec un peu de céréales pour faire un sevrage à 3 mois. Après, sur le lien, parce que je vois toute l'ambiguïté autour de la séparation du veau et de sa mère et tout ça, et que je connais et que je vis au quotidien. En fait, objectivement parlant, quand on sépare le veau de sa mère au bout de 3 jours, la mère retrouve une forme de hiérarchie dans le troupeau. Le veau est très bien dans une case individuelle avec une pression microbienne, entre guillemets, neutre, avec de la paille, etc., dans un milieu sain. Et du coup, l'animal reprend une vie complètement normale. J'entendais l'exemple au tout début ce matin par rapport au troupeau allaitant. C'est pas du tout la même chose quand on enlève un veau au bout de 6 mois ou d'1 an avec sa mère. Hein. C'est peut-être un peu bête, mais la séparation, pour moi, est plus facile à 3 jours. Ça nous est arrivé sur des bêtes qui ont un problème de pattes, par exemple, au vélage. On laisse le veau avec la mère et on la laisse un maximum de temps avec, voire on met un deuxième veau pour la traire quand elle ne peut pas passer en salle de traite. Je peux vous dire, c'est pas très gai quand au bout de 15 jours ou 3 semaines, on sépare la mère. Parce que là, elle ne retrouve pas de hiérarchie dans le troupeau. Elle est du bon côté du bâtiment où sont les veaux et elle gueule toute la nuit pendant 3-4 jours parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les veaux ne sont pas derrière elle. Voilà. Bon, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je dirais globalement, les situations sont assez identiques. Moi, pareil, mes vaches mettent au monde leur veau. Elles restent la nuit ou la journée selon le moment où la mise bas a lieu, de manière à ce que le veau puisse boire un petit coup de colostrum. C'est quand même plus appréciable. Puis après, je les mets dans un grand box à côté des vaches. Donc les vaches restent en contact olfactif avec leur veau. Et on les voit rapidement réintégrer le rythme du troupeau sans venir se préoccuper de leur veau. Et pour celles qui seraient un peu plus maternelles, ça va durer quelques jours de plus où elles peuvent profiter de la présence de leur petit veau jusqu'à ce que je les remette au bout de 10 jours en case individuelle. Donc c'est vrai qu'on a des gestions assez similaires par rapport à ça. Alors après, la problématique sur lait en poudre ou lait entier, quand on est en alimentation, on n'a pas toujours la même qualité de lait. C'est une variable naturelle. Et quand on veut une croissance à peu près régulière sur nos veaux, quand on a un lait qui change en qualité, on peut se retrouver avec du lait trop riche qui va donner des diarrhées néonatales. Et une diarrhée sur un petit veau qui fait 40 kg, ça peut être mortel. Donc ce qu'on veut absolument, c'est avoir des animaux en pleine forme et éviter toute perturbation alimentaire. Donc c'est de l'anticipation, voilà, on essaie de préserver les choses en jouant la sécurité pour l'animal. Merci. Autre question ?
Jean-Louis Lambert, économiste sociologue, mais aussi fils d'éleveur. Vous venez de dire, il y en a qui sont plus maternels. C'est une question un peu plus générale, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous observez aussi bien dans les chiens de service que dans l'univers laitier de différences individuelles et notamment de différences individuelles de comportement par rapport aux hommes, qui est un aspect qu'on n'a pas beaucoup évoqué aujourd'hui, mais qui est complémentaire de la relation des hommes aux animaux qu'on a beaucoup plus développée. Ben alors pour nous, c'est la base. Donc fait tout notre travail, tout est construit sur cette relation à l'homme. C'est vraiment le tout premier critère de la mère qu'on va choisir. Déjà nos chiennes de reproduction, c'est leur plus grande qualité, c'est leur relation à l'homme. Dans une portée, les chiots, même avant 3 mois qui sont sélectionnés, ont une relation à l'homme très forte. Et un des gros critères de sélection tout au cours de leur première année, avant leur entrée dans une école de chien guide, c'est la relation à l'homme. Et vient ensuite le comportement, la relation à l'environnement, la santé, la morphologie, enfin tous les autres critères de sélection. Mais le tout premier, c'est cette relation à l'homme. Alors l'attachement, c'est des chiens qui ont une capacité d'attachement extrêmement forte et extrêmement rapide aussi. Donc ils n'ont pas beaucoup d'indépendance relationnelle. Après, par rapport au lien de l'animal, nous, on a parfois des animaux qui, au village, les vaches vèlent dehors, sont plus agressives envers nous que d'autres. Et moi, en fait, je perçois votre question dans ce sens-là. C'est que nous, je sais pas, on a peut-être 1 ou 2 fois dans l'année des mères qui sont très protectrices et où, du coup, il faut attendre un petit peu avant d'aller voir le veau si c'est un mâle ou une femelle, hein, parce que ça se sent, ça aussi. On voit bien, les oreilles sont un peu dressées, elle est un peu sur la défensive, et tant que le veau ne se lève pas, que tout va bien et tout, parfois, il ne mieux pas trop approcher. Alors, anthropo-laitier, je pense que c'est moins fréquent qu'en allaitant, mais anthropo-laitier, ça arrive aussi. La différence, je pense, elle est liée au fait que, bon, c'est vrai que nous, on a un contact permanent avec les vaches, matin et soir, on est en contact avec elles. Donc c'est vrai qu'autour du village, du coup, la présence de l'homme doit être moins perturbante, à mon avis. Mais ça arrive parfois. Et je pense que si on avait un éleveur allaitant ici, il redirait un petit peu la même chose, et peut-être de façon amplifiée, en système allaitant où les animaux ont un tout petit peu moins de contact avec les humains, je pense que cet instinct maternel de protection, peut-être par rapport aux prédateurs, je ne sais pas, il y a peut-être un travail autour de ça, ils sont plus protectrices encore, je pense. Est-ce qu'une vache a de l'attachement à l'homme ? Ah oui. Par contre, oui. Alors, par contre, il y en a qui sont un peu, comment dire, il faut que je parle poliment. Il y en a qui sont embêtantes parfois dans le troupeau. C'est-à-dire que même toutes petites, elles viennent et on a l'impression qu'elles veulent se faire caresser. Mais le problème, c'est que des fois, elles caressent sévère, quoi. Et ça, parfois, c'est embêtant. Alors, t'emmènes une boîte de foin dans un champ, et si tu es tout seul, il y en a toujours une qui va venir à côté, se frotter la tête, se caresser, je suis contente et tout, mais limite te faire tomber par terre, quoi. Et ça, pourquoi ? Ça, c'est assez bizarre aussi. Et dans les lots, généralement, il y en a souvent 1 ou 2 comme ça. C'est pas la totalité, mais parfois c'est rassurant parce que ça affole moins les autres aussi. C'est-à-dire que quand il y en a qui sont très proches, les autres ont généralement moins peur. Et c'est plutôt apaisant pour les autres. Mais bon, il faut faire attention. Merci de vos... Dans ce prolongement, est-ce que vous avez une politique systématique de manipulation précoce des animaux ou pas, notamment chez les laitières ? Elle se fait au quotidien, cette manipulation, parce que les petits veaux, vous les faites boire 2 fois par jour. On revérifie la cicatrisation du nombril régulièrement jusqu'à une dizaine de jours pour être sûr que ça ne s'infecte pas. Donc c'est des animaux qu'on va caresser et toucher au quotidien. Puis l'abreuvement du petit veau en lait, elle se fait jusqu'à 2 ou 3 mois selon la croissance des animaux. Donc on est tout le temps en contact.
Sur les photos, on montrait l'alimentation, où je redonnais de la farine aux animaux. Donc on revient en permanence, enfin une fois par jour, on remet un seau d'alimentation. Donc les veaux ne sont pas farouches. Donc après, quand elles arrivent adultes en salle de traite, c'est des animaux qui savent déjà les bruits de la salle de traite, c'est-à-dire qu'ils connaissent nos voix. Pour exemple, enfin pour parler d'un autre exemple, mais il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion, j'étais enceinte à ce moment-là, et je suis allée dans un petit concours organisé à Tours avec une de mes vaches. Je me déplaçais la vache était à la tâche avec les autres animaux, mais quand je revenais, qu'elle m'avait pas vue depuis un quart d'heure, une heure, je voyais tout de suite qu'elle redressait les oreilles quand j'arrivais. Donc il y a l'odeur, il y a la reconnaissance visuelle. Et là, pour pouvoir être présent aujourd'hui, je fais appel à un service de remplacement qui vient une fois tous les 2-3 mois quand j'ai besoin. Le comportement des animaux est légèrement différent. L'ordre de passage en salle de traite est différent. Elles ont leur rituel. Elles ont les dominantes qui passent en premier, on a les retardataires qui viennent à la fin pour qu'on leur botte un peu les oreilles. Il y a des habitudes, donc quand on change d'intervenant dans le troupeau, elles vous le font savoir. Merci pour ces interventions où on apprend beaucoup de choses qui sont très, très sensibles et très intelligentes. J'ai connu les caresses rudes d'une vache dans un pré lors d'une cueillette de pommes. Je me suis retrouvée par terre et mon panier de pommes a été entièrement vidé. Bon, bref, donc il y a des choses qui me touchent beaucoup. Merci également à la personne qui travaille auprès des pompiers parce que j'ai connu les types d'interventions en faveur des animaux et des personnes que ces personnes peuvent faire et aux personnes chiens d'aveugle. Par contre, j'aurais une question peut-être un peu plus piquante et désagréable pour un des intervenants. Je voulais juste demander au monsieur dont j'ai oublié le nom, qu'avez-vous contre les animaux humains qui choisissent de devenir moines bouddhistes? J'ai rien contre eux. C'est quand ils nous interpellent en tant que professionnels. J'ai passé donc une vie professionnelle à être un expérimentateur sur des animaux. Et à un moment, il y a un autre congénère qui me dit « Dis donc, toi, c'est pas bien ce que tu fais ». Alors, je regarde quels sont les arguments qu'il développe. Et alors, pour ce qui est de celui-là, il est effectivement dans une posture et dans un univers tellement différent des univers occidentaux, laïques, et de l'univers du petit scientifique que je suis là, qu'il est difficile de vraiment avoir un échange, à supposer qu'il soit là. J'aurais dit la même chose, je l'aurais interpellé de la même façon. J'ai rien contre lui. Je constate que dans une petite branche de sa pratique, il utilise, on va symboliser, chacun étant l'ambassadeur d'un ensemble, il utilise une partie du boulot que j'ai fait tout en me critiquant. Et c'est ça qui fait que je dis, mais dis donc toi, bonhomme, je te respecte, peut-être que tu me respectes, ça j'en sais rien, tu ne l'as pas dit dans ton chapitre 9, mais tu critiques ce que je fais comme boulot. Et moi je regarde que tu utilises mes outils. Donc il y a une petite contradiction. Voilà, c'était en ce sens-là. Certainement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Une dernière question peut-être? Oui, il y en avait une que je voulais... qui n'a pas pris la parole aujourd'hui. Si, je voulais vous poser une question, s'il vous plaît, pour les deux personnes qui sont les éleveurs, pour les deux exploitations laitières. Je voudrais savoir si ces vaches, les unes et les autres, sortent toute la journée et elles rentrent uniquement pour les être retraites et pour leur nourriture, parce qu'on les voit les uns et les autres d'un côté défiler sur le côté pour aller être retraite, et chez vous, madame, on les a vus dans les box. Donc je me posais la question de savoir si elles étaient aussi dehors, à part tous les temps ou pas. Merci. On a déjà abordé un petit peu la question. Les photos que vous avez là sont des photos faites en hiver. Et hier, j'ai rentré mes dernières génisses qui étaient dehors. Elles étaient dans des prairies bourrées de flotte. Donc ça devenait vraiment inconfortable pour elles de rester dehors. Donc à cette saison-là, tout le monde reprend l'étable et son confort avec l'alimentation au chaud. L'été, une partie va dehors, l'autre partie reste à domicile, puisque mon terrain et ma région ne me permettent pas de produire régulièrement de l'herbe. Voilà. Il y a une dernière question. Juste, chez moi, il fait beau plusieurs fois par jour. Et
Du coup, elles ont toujours accès à l'extérieur. Et ce qui est assez original, c'est que quand la saison d'hiver approche, en ce moment par exemple, il y a très peu d'animaux qui dorment dehors. C'est-à-dire qu'elles préfèrent être à l'intérieur. On avait un gros brouillard ce matin par exemple, elles étaient toutes couchées dans le bâtiment, alors qu'elles ont accès à l'extérieur. Mais c'est vrai que dès que le temps devient humide, les animaux, les vaches laitières entre autres, ont un système respiratoire relativement fragile. Dès qu'il fait très humide, eh bien, elles préfèrent être au sec et à l'abri. Voilà, c'est juste, autrement, chez moi, elles ont accès. Mais... Oui, une dernière question. Oui, c'est juste pour quelques remarques qui paraîtront un peu maniaques, mais dont il me semble qu'il est important de ne pas parler le langage de l'ennemi. Nous parlons indifféremment de bien-être animal ou de bien-traitance. Il y a des textes officiels qui sont sortis là-dessus et qui reposent sur l'idée, en gros, que le bien-être, on ne peut jamais en être sûr. Ce dont on peut être sûr, c'est la bien-traitance, et donc il faudrait distinguer les deux, bien-être et bien-traitance. Ça, c'est un point pratique. Mais surtout, tous autant que nous sommes là, assez peu enclins dans l'ensemble à l'animalisme virulent, nous parlons de l'animal au singulier. Ça n'existe pas. Il existe des animaux, et que ce soit des éleveurs, des chasseurs, des consommateurs, enfin bref, tout le monde, l'animal, c'est une entité métaphysique, dans un sens large, éventuellement, mais ça n'est pas la... Comment dire? Dans la réalité, il y a des animaux. Voilà. Il me paraît très important pour des éleveurs, et d'ailleurs, il est remarquable que les éleveurs ne disent jamais l'animal au singulier, ni même la bête au singulier, sauf si c'est un démonstratif. Ils disent les bêtes, les animaux, mes vaches, mes chiens, etc. C'est-à-dire que c'est toujours spécifié. L'animal comme abstraction, c'est extrêmement dangereux parce que c'est le discours des animalistes. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai une petite question à poser. Oui, donc Béatrice Canel de Pitre, maître de conférence en sciences de gestion. Moi, c'est une question, monsieur Jacques Servière. En fait, on a de plus en plus de biologistes qui mettent en doute la pertinence et la justification du modèle animal. On nous dit que le modèle animal n'est pas le modèle biologique de l'homme. Et moi, je n'y connais rien, mais je me dis, c'est vrai que moi, en tant qu'individu, ce qui va me réussir comme médicament ne va pas réussir à un autre individu. On nous montre qu'il y a des médicaments qui sont mis sur le marché. Après avoir été testés sur les animaux, ils ont passé le test allègrement. Donc, c'est vrai que ça ne pose pas de problème. Les molécules sont testées, mais finalement, quand ça arrive sur l'homme, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de morts chaque année dues aux effets secondaires des médicaments. Donc, ma question, est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas se pencher davantage sur les méthodes alternatives? Et d'autant plus, le problème, c'est qu'effectivement, les chercheurs reproduisent effectivement ce qu'ils ont appris par leur père, et le modèle animal, c'est un modèle qui est quand même relativement facile pour faire des publications, pour être publié. C'est un modèle qui est reconnu, même si... son efficacité par rapport au modèle humain, je ne sais pas si elle a véritablement été prouvée. Parce qu'on a aussi des médicaments qui ont échoué au départ sur l'animal et qui ont été retardés sur l'homme, alors qu'en fait, ils étaient nécessaires pour l'homme. Voilà ma question. Donc, c'est sur la remise en question de ce modèle animal. Merci, madame, pour cette dernière question. Et réponse très rapide. En fait, ça ne peut pas être rapide, donc ça va être au sabre. Si on voulait tester actuellement l'efficacité de l'aspirine, d'abord on ne pourrait pas la déposer devant un comité d'éthique parce qu'on nous demanderait de faire un premier test, ainsi de suite, et puis on verrait que ça fait des brûlures. Si on l'utilise sur un chat ou si on l'utilise sur un chien, on le laisserait sur le carreau. Donc on dirait l'aspirine, c'est très mauvais. Bon. Alors je peux aller dans votre sens, surtout avec les règles éthiques qui nous environnent maintenant. Alors effectivement, vous avez peut-être en tête les premiers essais qui ont été faits sur une certaine souche de lapin avec la thalidomide, et il n'y avait pas de problème. On essaye et bing, catastrophe. Seulement, il y a des tas d'autres. Vous dites qu'il y a des milliers de morts. Non. L'espérance de vie moyenne depuis 1900, elle a augmenté de presque 35 ans. Et ce n'est pas uniquement parce qu'on se lave les mains
La plupart se lavent les mains avant d'aller manger avec du savon. Il y a quand même des effets positifs. Quant aux méthodes alternatives, elles sont activement mises en place, elles sont difficiles à valider ensuite, sauf à les valider directement, comme on le fait dans certains cas d'urgence, H1N1, sur l'homme directos. Et ça, c'est un vrai problème éthique. Ou Ebola. Bon, Jacques. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bien. La tâche difficile m'incombe de conclure cette table ronde et d'en faire la synthèse. J'irai très vite. J'ai été très heureux d'entendre et que vous entendiez les témoignages de gens qui travaillent avec des animaux. Et ce qui me frappe dans tous ces témoignages, c'est la récurrence d'un certain nombre d'aptitudes humaines qui sont devenues rares. Vous disiez que votre père parlait de l'œil du chasseur. C'est tellement vrai. Et je crois que parmi une des caractéristiques une des aptitudes et des compétences fondamentales et indispensables des gens qui travaillent avec des animaux, c'est des dons d'observation extrêmement fins. Des dons d'observation extrêmement fins. Ensuite, c'est de la sensibilité aux différences, non seulement entre espèces, mais entre races, car toutes les races animales qui sont sélectionnées en fonction non seulement de modèles, mais d'aptitudes, ne fonctionnent pas et ne peuvent pas être manipulées de la même façon. Et même, ça a été dit, à l'intérieur d'un troupeau, il y a des individualités, il y a des animaux qui ont une personnalité différente des autres, et faute d'échouer dans son travail, l'éleveur doit saisir tout ça. Et enfin, il y a une troisième aptitude qui résume peut-être les deux premières, c'est l'empathie. L'empathie que je ne confonds pas avec la compassion ou avec la sensiblerie. L'empathie, c'est la faculté de se mettre, d'essayer de comprendre l'animal, non pas, en quelque sorte, c'est le contraire de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est une espèce de paresse intellectuelle qui fait qu'on ramène tout à soi et que finalement on ne comprend rien à l'animal, alors qu'au contraire, l'empathie jointe à l'observation, jointe à la sensibilité des différences, c'est ce qui permet de travailler et d'élever des animaux dans les meilleures conditions possibles. Et je crois qu'on peut créditer tous les gens qu'on a entendus d'une volonté allant dans ce sens, dont il ne faut pas mésestimer les difficultés qui tiennent aux animaux, mais qui tiennent aussi au contexte économique et à cette concurrence mondialisée qui fait peser des contraintes terribles sur les éleveurs et par ricochet sur les animaux, puisque depuis des millénaires, que ça plaise ou non, le sort des humains et des animaux domestiques sont indissolublement liés. Et en tout cas, donc je suis heureux qu'on ait entendu ces témoignages, parce qu'ils nous ramènent à une réalité empirique que nous avons servi, nous les citadins, depuis souvent plusieurs générations, nous avons complètement perdu, ou en tout cas que nous n'avons qu'au niveau de nos animaux de compagnie, que, il faut le dire, nous disons aimer beaucoup, mais que nous maltraitons beaucoup, à force de les traiter pas comme il faudrait, c'est-à-dire de les traiter pour autre chose que ce qu'ils sont. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Un grand merci. J'abrège, mais j'espère avoir dit l'essentiel. En tout cas, c'est l'essentiel à mes yeux. Merci.